Bonjour à tous, bonjour Aurélie. Est-ce que Bonjour tu m'entends Aurélien. bien? Oui, Super, impeccable. Bonjour à tous et bienvenue pour ce second webinar de la journée. J'ai le plaisir d'accueillir Aurélie qui va nous parler du sujet de cet après-midi qui est transformer un conflit en collaboration. Ce que je te propose Aurélie, je vais peut-être te laisser te présenter. J'en ferai de même après en 10 secondes, le temps de laisser arriver les derniers arrivants sur le webinar. Et puis, je te propose qu'on attaque et qu'on rentre dans le vif du sujet. À toi. ok. Alors donc je m'appelle Aurélie Breton, je suis donc aujourd'hui ingénieure sociale indépendante et je développe donc plusieurs activités telles que l'accompagnement stratégique des organisations, de la formation et également de l'analyse de pratiques professionnelles, notamment dans les champs du social et du médico-social. Mes interventions sont empreintes de la clinique du travail et de l'approche systémique. Génial, merci à toi. Je pense que tu es la personne rêvée pour traiter de ce sujet, transformer un conflit en collaboration. Je pense que c'est un grand sujet qu'on a tous, mais on n'a pas forcément les clés. Je vais me présenter un petit peu à mon tour. Donc, je suis Aurélien, je suis CEO d'Human Experience. J'interviens aujourd'hui pour poser les bonnes questions à Aurélie, creuser le sujet, essayer de comprendre dans cette semaine de la QVCT comment on peut résoudre les conflits. Et Dieu sait qu'il y en a tout le temps, des petits, des moyens, des gros, des plus importants. On en a tout le temps au boulot. Et donc, l'idée, ce serait de balayer ce sujet-là. Ce que je propose, dites-nous un petit peu sur le chat si vous êtes là. Dites-nous un petit peu d'où vous vous connectez. Ça m'intéresserait de savoir si on a un balayage national ou international. Faites-nous des petits coucous pour ceux qui sont en ligne. N'hésitez pas et posez toutes vos questions comme d'habitude. On sera ravis d'y répondre. Peut-être qu'on peut amorcer sur le premier sujet, Aurélie? Oui, je t'en Eh prie. ben, c'est parti. Je retrouve juste mes bannières et je lance le sujet. Notre premier sujet aujourd'hui va être pourquoi cette thématique du conflit est incontournable dans une semaine de la QVCT. J'y vais? Vas-y, à toi, t'as le champ Ok. libre. Alors, comme tu le disais, finalement, la question du conflit s'invite partout dans les organisations. Et je pense qu'il est important de revenir un peu sur le sens des mots. Qu'est-ce qu'on entend déjà par conflit et comment ça peut avoir un impact dans le monde du travail? Alors, quand on prend le mot conflit, de manière générale, on a tendance à y voir un sujet qui est lié déjà à la communication et qui va avoir un impact sur les relations interindividuelles dans l'entreprise. Et on pourrait donc entendre la question du conflit comme des tensions ou des oppositions entre plusieurs parties, enfin, entre deux personnes ou plusieurs parties. Et ça viendrait toucher la question des valeurs, des représentations, des manières de faire, des manières de dire, etc. Alors, du coup, moi, le prisme que je vais prendre, qui m'intéresse, moi, du coup, quand j'interviens en entreprise, dans des champs qui sont extrêmement variés, c'est de sortir de la dimension, comme je te disais, individuelle, interindividuelle, pour aller plutôt sur la question du conflit de critères sur le travail, et notamment la question du conflit autour du travail bien fait. Qu'est-ce que le travail bien fait? Voilà, donc ça va aussi venir questionner son rapport au travail. Et finalement, quand on entend travail, de quoi on parle en réalité? Si on poursuit encore sur cette lignée-là, on va y entendre la question du travail prescrit. Donc là, c'est la question de la tâche pour les salariés. Quelle tâche on leur demande? Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, Aurélien, mais quand tu demandes à quelqu'un dans quoi il travaille, en général, il va décrire sa fiche de poste. Il va être moins Exact. sur l'explication réelle de lui, ce qu'il ressent, comment il est arrivé dans un travail, comment il l'a éprouvé, etc. Toute cette dimension-là, on va plutôt parler d'activités réalisées, voire de réel de l'activité. Voilà, c'est un peu D'accord. conceptuel, mais ça permet vraiment d'approcher le travail dans ce qu'il a de plus vivant. Et notamment, ce qui est intéressant, tu vois, en ouverture, tout à l'heure, tu redonnais un peu le titre du Vas-y, sujet, vas-y. finalement, comment voilà, transformer un conflit en collaboration. En clinique du travail, quand on parle de collaboration, on n'est pas sur la dimension réelle du travail, on est plus sur la dimension prescrite. Et du coup, avec cette espèce d'intention de d'amener les salariés à collaborer tel que l'organisation le conçoit, et on est moins sur la question de la coopération. Et la coopération sera plus du coup du côté du réel, de l'activité, sur finalement comment les professionnels eux-mêmes vont pouvoir discuter du travail. C'est génial cette histoire enfin, de cette transposition qu'il peut y avoir entre le réel et le. Tu as utilisé un autre terme, c'était Le lequel? prescrit. Le prescrit.
Le prescrit, je trouve ça hyper intéressant. Effectivement, moi, quand j'en entends parler, les gens, souvent, ils décrivent, tu as raison, la fiche de poste. Enfin, c'est le premier rapport qu'on a au travail, c'est la fiche de poste, alors que je ne pense pas me tromper en disant que c'est beaucoup plus large que ça en réalité. Ouais. Ok, super, super, Et puis super. c'est surtout que Pardon, si on, vas-y. excuse-moi, si on revient sur la question de la prescription, Mhm. ça c'est ce que j'explique aussi aux salariés du terrain, mais aussi aux directions, c'est que si tout le monde respectait sa fiche de poste, respectait le prescrit, le travail ne pourrait pas se faire en fait. C'est ce que Christophe Dejour appelle la grève du zèle, où finalement quand tu respectes à la lettre les consignes, le travail est paralysé, parce que le travail est pris dans des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus larges, qui font que ça, ça bloque le travail en Bah, réalité. évidemment. Mm. Je me permets un exemple. Nous, chez Human, les fiches de poste du headquarter, on les rediscute presque tous les 2 mois. Mm. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des mobilités dues. Alors, la boîte, elle est en montage, donc je pense qu'on est encore plus challengé, peut-être qu'une organisation qui serait installée. Mais en tout cas, on la rediscute en permanence pour changer les zones de génie, pour Ouais. changer les zones d'intervention et autres. Je trouve ça hyper intéressant, cette notion de mobilité et d'ouverture de la fiche plutôt que de la lire comme une notice Ikea. Alors, j'ai rien contre Ikea, hein, grosse dédicace à eux d'ailleurs. J'ai une tonne de meubles chez moi. Mais éviter la notice stricto sensus qui n'aurait qui ne laisserait pas la possibilité de s'épanouir aussi, peut-être. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une notion d'épanouissement qui va derrière? Oui, complètement. Oui, bien sûr. Et c'est surtout l'idée de, comme je disais, donc si on reprend notre sujet initial du conflit, Ouais. c'est de pouvoir discuter du conflit de critères sur le travail, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour essayer de comprendre aussi ce qui se joue derrière. Donc là, je vais encore parler un petit peu concept, etc. Mais quand on Mais vas-y, regarde au vas-y, niveau, vas-y. je me fais plaisir. Euh, Quand on regarde au niveau de la clinique de l'activité, donc qui a été développée par Yves Clos, lui, il revient sur 4 dimensions du métier. Finalement, quand on prend un métier en lui-même, on va y distinguer 4 dimensions. Donc une dimension personnelle, individuelle, finalement comment chacun avec soi-même on incorpore le métier. Une dimension interindividuelle, comment dans ses relations aux autres, le métier aussi se construit. Et c'est là aussi où on peut repérer des zones de conflit, donc interindividuelles. La dimension impersonnelle, donc là c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais du prescrit, de la fiche de poste ou également des organigrammes ou des procédures, des process qu'il faut respecter, et la dimension transpersonnelle. Et en réalité, la dimension transpersonnelle, ça va être toute la dimension où chacun va apporter de son histoire par rapport à un métier donné et comment, avec son expérience, son vécu, sa formation aussi, avec sa culture, avec ses codes, enfin, voilà, voilà, tout un panel d'approches, on va pouvoir rediscuter le travail. Et pour pouvoir prendre conscience de ces dimensions-là, pour pouvoir parler du travail, il faut mettre le travail au travail. Donc, notamment dans des espaces de délibération, où on va pouvoir poser certaines choses sur comment on a envie de faire pour faire ensemble du travail qui serait bien fait. Génial. La notion de transposition, elle est incroyable. Moi, je n'ai jamais approché ces termes-là, nous, chez nous. Et pourtant, on est plutôt en recherche de bien faire. La notion de transpo, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette thématique, sur cette légitimité qu'on recherche avec cette première question, de se dire est-ce que vraiment c'est un sujet incontournable? Je pense que là, tu l'as assez prouvé. Je pense qu'on peut passer à au deuxième item si tu le souhaites, ou si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Bah, disons que je pense, et ça fera le lien peut-être avec le deuxième item, c'est que finalement, quand on parle conflit, on y voit encore une fois la dimension personnelle, donc des personnes, on va vraiment cibler des problématiques liées aux personnes, alors que ce serait très intéressant de regarder ce qui se passe au niveau de l'organisation du travail. Comment les process sont construits, pourquoi finalement on en arrive à certains comportements de ceux qui font le travail, pourquoi ils font le travail de telle manière et comment finalement, ça vient s'interchoquer avec des directives qui seraient conçues, imaginées beaucoup plus haut. Et finalement, quand je parlais de communication tout à l'heure, c'est aussi tous les fantasmes qu'on peut mettre sur d'autres métiers quand on est sur le même niveau. Voilà, on va travailler. Là, j'ai en tête, comme je te disais, je travaille avec des professionnels du médico-social. Si je prends un exemple, c'est finalement comment un éducateur pourrait percevoir le travail d'une infirmière. Voilà, où finalement une infirmière, on a tendance à la circonscrire au secteur de l'hôpital avec voilà tous les soins qui peuvent être inhérents à ça. Et finalement, c'est
euh, pourquoi l'infirmière va avoir telle pratique à un moment donné, comment ça peut impacter aussi le travail de l'éducateur et comment on peut mettre tout ça en discussion pour que ça ne crée pas une espèce de d'incompréhension qui, après, au final, va générer des conflits de personnes. On sera plus sur la professionnalité du salarié et on sera plus sur, tu vois, Sophie, elle est chiante, tu vois, enfin, ce genre de choses. On va vraiment individualiser le problème. Donc, c'est finalement le conflit, plutôt que de le voir comme une contrainte ou quelque chose qu'il faut fuir, c'est plutôt le mettre en exergue pour aller rediscuter le travail. Tu pars donc du principe que le conflit est utile Oui. s'il est bien posturé. Et puis s'il est accompagné, s'il est On lui donne sa discuté, bonne place et sa bonne utilité. c'est ça. Et puis Génial. après, c'est vrai que je pense que ça nécessite aussi de l'intervention d'un tiers. Vivre le travail et le conceptualiser en même temps qu'on le vit, on peut le faire, mais bon, tu vois bien que même nous, dans notre vie personnelle, en général, bon, soit on réfléchit, on agit, soit on agit, après on y réfléchit. Faire les deux en même temps, c'est assez compliqué. Donc il faut pouvoir ouvrir aussi des espaces là-dessus pour ce que je te disais tout à l'heure, faire du travail sur le travail et prendre conscience de certaines choses et comment remettre de la pensée sur ce qu'on fait pour après aller, je te dis, renégocier aussi certaines choses qu'on peut faire d'une telle manière qui est pas forcément appréciée par ses collègues ou par la Ouais. direction, et aussi aller chercher quelque chose qui se joue aussi au niveau de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un sujet qui revient beaucoup dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, Sûr. où, tu vois, où finalement on va entendre des salariés qui disent oui, mais moi, on me reconnaît pas, on me félicite pas pour ce que je fais, etc. Et où finalement il n'y a pas de zone, encore une fois, où on peut discuter le travail pour après arriver à des moments de reconnaissance sur le travail bien fait et une reconnaissance qui pourrait venir de ses pairs, en fait, sur on va dire sur une forme d'horizontalité, Ok. mais aussi une reconnaissance qui pourrait être venue de la hiérarchie, qui permet voilà, de faciliter le travail, de revenir au travail avec plus voilà, avec plus d'assurance et plus j'ai envie de dire de joie presque, où finalement on va pouvoir après pour ces salariés-là rapatrier tout ce qu'ils vont pouvoir faire dans le régime de l'être et finalement être beaucoup mieux et finalement comment la qualité du travail va avoir des conséquences sur la qualité de vie au travail, voire la qualité de vie tout court en réalité. J'ai une question. Tu as utilisé le terme de reconnaissance juste sur ce propos. Oui, Euh, Est-ce qu'elle est corrélée? On a eu un sujet ce matin avec, avec Guillaume hein, qui passait sur la partie de l'écoute managériale. oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une génération qui est encore plus en recherche de sens que ça n'a jamais été, je crois. Enfin, de mon vécu en tout cas. Attention, je ne bosse pas depuis 45 ans. Enfin, c'est un peu moins quand même. Euh, Je fais pas ton âge. 42, je l'annonce. Pas de tabou. Pas de tabou. Euh, Est-ce que cette reconnaissance, elle a un lien avec la recherche de sens? Est-ce que ça peut être lié, ces deux effets-là? Je suis reconnu, donc mon travail a du sens, etc. Cercle vertueux. Oui, entre autres. C'est-à-dire que la reconnaissance participe à la question du sens. Et encore une fois, si on part du principe que, alors attention, je balance les gros mots, travailler c'est souffrir, Ouais. tu vois, travailler c'est souffrir, On est donc là c'est pour dire les vraies choses. Tu peux y aller, hein, vas-y. Hein. voilà. Je suis là pour accueillir la controverse. Donc, si on part du principe que travailler, c'est souffrir, souffrir entendu comme éprouver quelque chose du réel qui nous résiste, tu vois. Un D'accord? jeune professionnel, quand il arrive et qu'il n'arrive pas à faire une tâche, il va déployer toute une intelligence, toute une ruse, il va faire appel à ses pairs, à sa hiérarchie, etc. Pour se dépasser. Il va opérer des mouvements de ce qu'on appelle de la sublimation. Donc, il va transformer cette souffrance en plaisir. Et finalement, c'est dans ce cheminement-là qu'on peut aussi y retrouver la question du sens. Maintenant, si ça se fait de manière complètement isolée, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur la dimension collective, si ça se passe de manière isolée dans un univers, dans une organisation où forcément, de fait, il y a plusieurs individus, il y a quelque chose qui n'opère pas. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de coopération, d'instances de coopération pour pouvoir discuter aussi les règles de métier. Tu vois, moi, quand Mm. j'interviens dans des structures, je vais interroger des mots qui ne sont même plus pensés par les professionnels. Euh, Par exemple, là, j'ai en Ouais, si tête tu as un dans le exemple secteur concret.
Ouais. Dans le secteur du médico-social, par exemple, quand les professionnels s'absentent, quand ils partent avec donc les enfants en situation de handicap, ils disent qu'ils partent en transfert. Et moi, la D'accord. première fois que j'ai entendu ce mot-là, enfin voilà, en plus, quand on commence à s'intéresser à la psycho, le transfert, c'est pas du tout, enfin en tout cas, ça n'a rien à voir avec la question du transfert sur cette Oui, activité professionnelle. Et en fait, la question du transfert, c'est vraiment le voyage, le séjour des personnes en situation de handicap dans d'autres lieux, dans d'autres, voilà, dans d'autres, enfin, on sort de l'établissement pour aller ailleurs. Et finalement, je les fais vraiment, tu vois, je les amène à re-questionner aussi les mots qu'ils utilisent. Tu vois, et tout ça, on reprend du sens sur ce qu'on fait. bien sûr. Autre exemple, dernièrement, pareil, j'accompagnais des professionnels qui, donc, au niveau de leur prescrit, doivent remplir certains outils de travail. Et là, on était sur un outil qu'on appelle le curriculum. Donc, c'est vrai que le curriculum, en général, ça va avec vitae et c'est pour Ouais. parler de donc, parcours professionnel, etc. Donc, j'ai demandé aux professionnels d'aller regarder déjà la définition de curriculum, la locution latine, pour rapatrier après sur leur exercice professionnel. En l'occurrence, curriculum, ça veut dire carrière. Et qu'est-ce qu'on entend quand on utilise un outil qui s'appelle carrière, quand on accompagne des enfants qui ont entre 3 et 6 ans, qui sont à l'école, tu vois, dans un lieu très adapté, qu'est-ce que le mot carrière vient signifier, ou en tout cas vers quelle projection on va quand on est dans cet accompagnement-là, tu vois. Donc on recrée du sens aussi sur les mots qu'on utilise, et après, voilà, on procède je veux dire par étapes, pas forcément, mais en tout cas, on peut procéder dans plusieurs sphères où la question du sens, elle va être réinterrogée à l'aune de plusieurs, tu vois, plusieurs critères, plusieurs champs. Plusieurs approches. Mm. J'aime bien la notion aussi du collectif dans cette approche-là, parce qu'en général, quand on parle de ces sujets-là, on voit beaucoup d'individualité. C'est-à-dire que ça revient toujours au moi-je. Je ressens, voilà comment je le vis, voilà tout ça. Mais en fait, il y a une force dans l'équipe et dans la cohésion, collaboration peut-être, je sais pas le réglage du terme, mais comment, quelle valeur tu donnes à ça, à l'effet de groupe sur ces sujets-là? Parce que, comme je le dis au départ, au premier postulat, on a l'impression que c'est plutôt individualiste. Oui. Bah, de toute façon, quand on regarde la question de la santé mentale, hein, qui est quand même une problématique, enfin la problématique Courante, courante d'actualité, actuellement. on va, oui, voilà, on va regarder du côté des individus. Est-ce qu'il y a une pathologie? Qu'est-ce qui se joue? Ou peut-être qu'il va pas bien dans sa vie privée. Du coup, c'est ça, il arrive au travail et ça va pas, etc. Euh, Remettre de la dimension collective, c'est aussi, encore une fois, comme je te disais, hein, c'est rediscuter des zones dont on ne se rend pas compte parce qu'on est dedans. C'est aussi s'inspirer de ses collègues, de ce qu'ils peuvent en dire face à une situation problématique, etc. C'est aussi re-questionner euh, des, euh, des positionnements d'acteurs auxquels on n'aurait pas pensé. Par exemple, euh, quand on regarde du côté encore une fois, dans le champ du handicap, euh, des enfants qui feraient des crises, euh, enfin, là, j'ai en tête vraiment une situation où un enfant faisait de grosses crises depuis plusieurs mois et les professionnels n'arrivaient vraiment plus à accompagner cet enfant-là. Et donc, j'ai été chercher vraiment au plus loin depuis son arrivée dans la structure pour essayer de voir un petit peu quels avaient été les points saillants, les événements qui avaient pu amener cet enfant à être en crise. À Et il se ça. trouvait que son éducateur référent, auquel il était très attaché et avec lequel il avait fallu vraiment instruire une relation de confiance, était parti depuis le moment où il avait commencé les crises. Et cet éducateur-là était un homme et la nouvelle référente donc était une femme. T'es Donc une femme. voilà, donc il se jouait Ouais. quelque chose au niveau du genre. Et finalement, on avait, tu vois, j'allais dire deux teams, mais on avait deux groupes Bien sûr. avec, tu vois, le groupe qui était plutôt d'accord sur, voilà, il faut que l'enfant s'adapte. Plus tard, il n'aura pas le choix. Donc, si c'est une femme, c'est une femme. Et un autre groupe qui était beaucoup plus enclin à se dire, bon, peut-être qu'il faudrait continuer ou désigner tel collègue homme pour faire cette jonction et partir après peut-être sur un binôme pour l'amener progressivement à engager une relation strictement avec une femme. Bon, tu vois, donc Et- on était sur cette dualité-là qui ne peut se faire que s'il y a du collectif. Et bien en sûr. plus, en allant aussi convoquer sur une autre séance aussi d'autres professionnels. C'est-à-dire que la psychologue qui est dans la structure a aussi son expertise sur les troubles spécifiques des enfants, donc elle a aussi son mot à dire.
Pareil pour une psychomotricienne, pour le chef de service qui, lui, a quand même un cahier des charges avec des choses, tu vois. Donc cette dimension, elle est forcément collective. Faire tout seul, c'est se priver de tout un L'intelligence. champ de, voilà, un champ de Ouais. compréhension. Mm. Tu vas rigoler, hein, je vais vulgariser un peu le truc, mais moi j'aime Oui, bien ce côté Doctor House. Tu vois, je suis revenu sur la série dernièrement ouais. de recherche, de prendre des facteurs adjacents, d'essayer de trouver le quoi du comment. Comment on peut le transposer ça en entreprise? Aujourd'hui, tu nous as donné un cas qui est une réalité de ton quotidien, bien sûr. Comment Oui. on peut le transposer ça en entreprise de manière plus simple pour un manager qui nous écoute, Mm. qui va avoir forcément une dimension de conflit qui sera, j'espère pour lui, un peu moins complexe au départ, d'accord, qui va être un prérequis peut-être plus simple à régler au demeurant. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme transfert de conseils pour le repasser sur une situation managériale lambda d'une entreprise normale? Oui. Bah, j'ai envie de dire, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Pardon. on est d'accord, oui, on est d'accord pour discuter du travail, ça peut très bien être le travail d'un éducateur ou d'un juriste ou d'un commercial ou On est d'accord. de n'importe qui, en fait, en réalité. Donc déjà, c'est d'être OK pour travailler sur ces sujets-là et aussi c'est d'être, comment dire, c'est pour les prescripteurs, c'est d'être OK sur le fait que la commande va peut-être un peu bouger. C'est-à-dire que forcément, quand tu fais intervenir quelqu'un de l'extérieur, il peut, il risque, et certainement il y aura des conséquences aussi sur les mouvements qui vont s'opérer. Et c'est d'être d'accord avec ça, parce que forcément, quand on prend conscience des choses, quand on libère la parole, il y a des mouvements qui s'opèrent. Donc, la question de l'entreprise ou du champ social, médico-social, en réalité, elle est Inexistant. transverse. Mm. Moi, j'avais fait une intervention dans une structure où il y avait de grosses difficultés relationnelles. Là, pour le coup, c'était des juristes. Euh, alors, pour amener cette question-là, ne serait-ce que pour le groupe, en sachant que l'analyse de pratique, c'est une approche qui est assez courante dans le champ du social et du médico-social, qui l'est beaucoup moins dans l'entreprise. Donc ça, c'est un petit Dommage. peu... Oui, voilà, dommage. Et moi, c'est vraiment l'angle vers lequel j'ai envie d'aller. Donc, on était passé donc avec mon associé sur euh, par la porte de la formation. Où finalement, l'idée, c'était de se dire, on va, pour travailler certains sujets de RPS, on avait noté comme ça, donc risques psychosociaux, et en le transformant finalement, comme dirait Yves Clos, en ressources psychosociales, comme on passe du Mm. risque aux ressources, on était passé par une formation donc très cadrée sur la communication non violente où on était arrivé en présentant voilà les concepts, en parlant un peu de Rosenberg, etc., et en allant justement piocher dans d'autres secteurs d'activité pour voilà pour sortir aussi des tensions qu'il pouvait y avoir, pour aussi prendre conscience que le monde du travail ne se circonscrit pas au lieu d'exercice des professionnels concernés, et de regarder ce qui se passe ailleurs. Et finalement, en les mettant dans des jeux de rôle sur ce qui se passe ailleurs, comment on peut revenir sur les propres problématiques qui nous concernent. Du coup, finalement, on oublie presque la question de la formation sur la CNV, la communication non violente, et comment on arrive à se parler. Comment on arrive à se parler, comment on arrive aussi à dire, bah là, ce qui s'est passé, ça ne m'a pas plu, effectivement, c'est allé trop loin, comment aujourd'hui on peut le réadapter ou pas. Et Sans, sans toute la chape sociale du je dis non, je suis méchant, euh, mm, tous ces espèces d'a priori qu'on a et on est tous dedans, hein. Moi, je le vois même en tant que dirigeant, ça m'arrive très souvent de tomber dans ce travers-là. Enfin, tu vois, mm, et pour le coup, ouais, c'est hyper important de désactiver ces trucs-là, quoi. ouais. Oui, Pardon, et puis après, oui, c'est, mais ça m'a fait réagir. non, et puis après, après, il faut aussi être conscient que, alors, c'est pas non plus une clé magique où tu t'arrives, enfin, tu vois, de l'extérieur et tu dis c'est bon, je vais remettre tout à plat. Parler, c'est aussi prendre un risque. C'est-à-dire que moi, de mon côté, quand j'interviens, j'ai une écoute active. Enfin, vous en parliez ce matin Avec avec Guillaume. Guillaume, donc Mm. voilà, il y a une notion d'écoute active. De l'autre côté, il y a aussi une notion de d'écoute risquée, voire de parole risquée. C'est-à-dire que c'est Mm. aussi mettre devant tout le monde sa façon de travailler, c'est aussi s'exposer à un éventuel jugement, tu vois, et c'est finalement comment on va arriver à s'exposer, à se détacher de tout ça, pour garder vraiment que l'essence professionnelle et arriver à remettre du lien entre les personnes. Et c'est de se dire qu'on n'est pas là pour s'aimer ou, tu vois, ou pour aller boire des coups derrière, on est vraiment là on passe beaucoup de temps au travail, donc Ouais. arriver à faire un travail de qualité qui nous ressemble, qui ait du sens, pour revenir sur la question du sens.
C'est plus qu'évident. Ça me fait ma connexion directe avec la prochaine question et j'en Oui. profite. Quelles erreurs vois-tu souvent? Tu vois, tu parlais du risque de prise de parole, du risque du point de vue, de pas forcément être capable de poser les choses sur la table et de dire, écoute, non, je ne suis pas d'accord, mais avec beaucoup de politesse et beaucoup de bienveillance, hein, de dire, c'est juste, il y a Mm. des limites à dépasser ou à pas dépasser. Quelles sont les erreurs que tu vois souvent qui pourraient servir à nos auditeurs sur la partie pour essayer de se préserver en fait, et Mm. ou en tout cas d'approcher le conflit avec le bon axe, tu vois, faute de se préserver et de ne pas y aller, ce qui est une erreur pour moi, Mm. au moins de l'approcher de la bonne façon. Bah, déjà, je pense qu'il faut, donc là, c'est plus à l'attention des managers. C'est peut-être qu'il faut se détacher déjà du synonyme qu'on mettrait sur le conflit, enfin, le synonyme de perte de contrôle et manque de professionnalisation. Mm. De se dire que finalement, aborder le conflit, chose qu'on a souvent envie d'éviter, hein, même dans notre vie, dans d'autres sphères de notre vie, hein, la vie, en général, on n'a pas envie de rentrer chez soi pour se prendre la tête avec son conjoint, donc on est dans une espèce d'évitement, de gestion de conflit, etc. Voilà, c'est déjà conceptualiser le conflit autrement, premièrement. Et ensuite se dire que le conflit, c'est pas une perte de contrôle et l'admettre, c'est pas d'être un manager qui serait moins opérant ou moins opérationnel, tu vois. Il y a quand même quelque chose qui se joue là-dessus. Donc c'est de se dire que finalement, avec l'ouverture de la parole, on va certainement amener euh, euh, enfin, la discussion va apporter des possibles pistes de solutions. Donc ça, c'est partir de ce postulat-là. Et encore une fois, c'est de faire tomber toutes les représentations qu'on a sur le conflit. C'est-à-dire quand on entend conflit, on y voit aussi la question de la violence. En général, c'est que ça un peu crescendo. Mm. Donc une violence qui serait incontrôlable, qu'on n'arriverait pas à mener, avec un collectif qui se liguerait aussi contre vous en tant que manager, etc. Et finalement voilà, de revoir un petit peu son approche. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est clair. Et que voilà, et c'est vrai quand on est pris justement dans des conflits de valeurs ou des conflits de personnes ou même des conflits de critères sur le travail, c'est toujours intéressant voilà, d'y mettre du tiers pour avoir ce regard extérieur et soulever aussi, aller questionner la question la question un peu naïve. Tu vois, on entend souvent des réponses, bah oui, c'est évident. Mais ce qui est évident Mm. mérite aussi, voilà, d'être Ouais. questionné. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, moi, les écueils que je rencontre souvent, c'est de se dire non, nous, on veut pas aller sur la question des conflits, on veut gérer les conflits. Il y a quand même une idée de gestion de conflit, donc D'accord. vraiment avec, tu sais, presque une idée de mesure. Le conflit, il est au stade 5 ou 10, il va falloir le faire redescendre à 0, etc. Une échelle Alors de que Richter du conflit, quoi. exactement, exactement. Et moi, l'idée, enfin, c'est pas moi, hein, c'est on va dire l'approche dans laquelle je me situe, c'est plutôt de dire non, on va le faire émerger le conflit. On va faire émerger le conflit de critères sur le travail pour aller identifier qu'est-ce qu'est le travail bien fait. Ça veut dire quoi? Tu sais, on entend souvent lui, il fait mal son travail. Je lui parle plus, il fait mal son travail. Oui, mais ça veut dire quoi, mal faire son travail? C'est forcément Ouais, c'est par c'est rapport sûr. à soi. Tu vois, donc déjà, si c'est par rapport à soi, c'est qu'est-ce qu'on définit nous-mêmes comme manière de bien faire le travail, pourquoi l'autre le conçoit comme ça, et finalement tu passes de il fait mal son travail à comment il fait son travail, ou pourquoi il le fait comme ça. Euh, Cette notion-là, la notion de faire émaner, est-ce que c'est ce qu'on dit vulgairement en disant on va crever l'abcès? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est amener le conflit à une phase de résolution et d'apport plutôt que de rester dans ce stade latent qui finalement est négatif pour tout le monde et on brasse cercle vicieux, on brasse quelque chose qui n'a pas de sens en permanence et sans arrêt. C'est ça, c'est cette notion de crever l'abcès, de se dire ok, on va s'asseoir et on va faire avancer les choses grâce au conflit. alors là, tu me fais le lien avec la troisième question, toujours un peu en avance. Alors, je vais revenir sur les mots. Si tu parles d'abcès, ça veut dire qu'on part du principe où il y a quelque chose qui est pourri. S'il y a quelque chose C'est qui est en vrai. voie de putréfaction, on va dire comme ça veut dire que là, on est déjà dans la question de quels sont les risques visibles et donc proposer une intervention quand le mal est déjà fait. Tu vois? Donc C'est moi vrai. j'entends comme ça la question de l'abcès, on crève l'abcès parce que c'est il y a quelque chose d'un peu tu vois, qui est un peu en tension, qui est un peu pourri, quoi, voilà, pour le dire vulgairement. Donc, c'est pas tant crever l'abcès que, comment dire,
que de mettre les choses à plat, en fait, de jouer carte Ouais, sur table. Je vais peut-être prendre cette expression-là. Se dire, on va ok. mettre carte sur table. En partant du postulat, donc pour moi, mais comme pour toi, hein, quand tu interviens aussi, voilà, pour des structures extérieures, c'est-à-dire que nous, on va arriver comme tiers, où les experts, c'est eux, parce que c'est eux qui parlent de leur travail, donc c'est eux qui, voilà, ils savent comment ils le pratiquent. Et Tout à nous, on fait. va mettre en lumière des choses dont ils n'ont pas conscience parce qu'ils sont dedans. Moi, il y a une expression que j'aime bien employer régulièrement, enfin, qui est pas de moi, hein, qui est de Brunner, et qui dit: le poisson est le dernier à découvrir qu'il est dans l'eau. Un poisson, on peut pas Intéressant t'expliquer ça. qu'il est dans l'eau, vu qu'il est dedans, tu vois. Donc, c'est Ouais, à nous, de l'extérieur, de mettre ça en lumière. le Mais recul. voilà, avec une prise de recul finalement, ce que tu mets en lumière, c'est pas forcément des abcès. Parce que, justement, quand tu mets des professionnels, notamment différents autour de la table, et que tu re-questionnes finalement même leur fiche de poste, hein, leur fiche de Mm. poste, ou tu reviens moi j'aime bien revenir sur des séquences de travail où je leur demande de remimer des séquences de travail, c'est de demander à d'autres professionnels justement d'aller questionner pourquoi telle personne fait comme ça vient d'où, ça va vers quoi, tu vois, où finalement on est moins sur de l'abcès que sur allez, on fait table rase, on va mettre à plat tout ce qu'il y a à mettre sur le tapis et on va rediscuter de tout ça ensemble. J'aime bien cette notion de remise à plat. On, on la vit un petit peu de notre fenêtre à nous, de mise en action des équipes, que ce soit sous format team building ou formation. Euh, et ces plages-là, elles sont ultra riches en plus. À partir du moment où on est capable de déclencher cette phase d'échange, Mm. de se dire mise en commun, ensemble, on va se poser les bonnes questions et tout ça, je trouve que c'est hyper performant. On arrive à des résultats en plus ultra rapides. Enfin, en général, les Ouais, gens, d'ailleurs, trouvent les solutions eux-mêmes et c'est tout l'intérêt de ce genre de solution, c'est que c'est eux qui trouvent les solutions. ouais. Et ça, je trouve ça hyper riche. Je voudrais te soumettre, Aurélie, une question de Guillaume, qui était notre expert ce matin, et apparemment qui suit les webinaires de la journée. Merci, Guillaume. Euh, Comment fais-tu pour faire émerger les conflits? On revient sur la phase juste avant. On parlait de Ouais. faire émerger les conflits. Est-ce que tu as une réponse, Aurélie, pour ça? Oui. Alors, comment faire émerger les conflits? Tout dépend, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est si on est en phase critique, c'est-à-dire on est vraiment sur des conflits interpersonnels, où là, comme je disais tout à l'heure, on peut passer, donc là je suis vraiment au niveau de la commande institutionnelle, hein, sur une formation qui va permettre de prendre un peu de recul pour mieux revenir sur le terrain. Après, si on est sur quelque chose qui est beaucoup plus j'allais dire efficace, pas tellement le bon mot, mais en tout cas quelque chose qui pourrait prévenir, enfin tu vois, sur le domaine de la prévention, comment Ouais. faire émerger les conflits, donc au sens de conflits de critères sur le travail. Moi, je vais revenir, alors déjà, je vais leur demander s'ils ont des situations euh, avec des problématiques que les professionnels souhaitent évoquer, et dans ce cas-là, bah, la parole émerge et on y va. Ça, en général, c'est des choses en analyse de pratique que tu peux observer quand le groupe est bien construit, que la confiance dans le groupe est vraiment là, déjà dans le groupe et puis aussi avec moi comme intervenante extérieure. Donc ça, c'est vraiment quand ça fonctionne. Donc c'est pas toujours sur les premières séances. Moi, sur les premières séances, je vais aller justement soulever cette question des conflits, soit en passant par des approches pédagogiques, donc avec des jeux de cartes, où vraiment on va partir de eux, leur ressenti, et on va les retransposer sur le travail, ou alors je vais vraiment partir de leur vécu, c'est-à-dire que pour des professionnels qui n'auraient rien à dire parce que trop occupés, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de venir parler du travail, parce qu'ils sont en retard sur d'autres choses, etc. Enfin bon, on a tous connu ça. Mm. Moi, je leur propose de regarder, d'observer ce qu'ils font. Donc, je leur demande vraiment, bah, commencez à travailler. Par contre, on part du principe où moi, je vais interroger vos pratiques. Et c'est en interrogeant les pratiques, forcément, parce qu'on on va pas parler de toutes les pratiques en même temps. Tu vois, si on regarde un outil de travail, c'est tel professionnel qui va parler de la manière dont il fait, avec les autres qui regardent, les autres qui sont autour et qui commentent, etc. Et c'est comme ça que les conflits vont émerger. Encore une fois, les conflits de critères, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui seront complètement d'accord parce qu'il y a une espèce de, euh, de consensus sur la manière de faire le travail, la manière de le parler. D'autres qui vont dire, mais moi je suis pas d'accord, moi c'est pas du tout comme ça que je procède, moi je procède plutôt de telle autre manière et peut-être que tu pourrais t'en inspirer ou peut-être que l'autre, tu vois, donc ça va, on va commencer à parler du travail et c'est, si tu veux,
enfin, on part du postulat où quand les personnes, ensuite, quand moi je me retire de ces séances-là, quand les personnes vont se remettre au travail, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a des micro-déplacements qui vont bien s'opérer sûr. et qui vont permettre de faire bouger les choses et de lever des zones justement conflictuelles. Une ressource qu'on utilise, nous, chez Human Experience, forcément, c'est l'immersion. Mhm. L'immersion, ça amène deux choses, et je te pose le sujet pour qu'on le confronte et qu'on le discute ensemble. Ouais. Ça amène ces deux choses dont tu parlais, c'est la ludopédagogie, capacité de se mettre en action par le jeu, quelque Mhm. chose de léger, et la partie effet de groupe et observation et compréhension de l'autre côté. Ça regroupe les deux. Moi, c'est pas pour rien que tu es là aujourd'hui, hein. Je pense qu'on sait Ouais. déjà qu'on a des attendances communes sur les approches qu'on peut Mhm. avoir. C'est aussi là que c'est intéressant. Jusqu'où ça peut aller, ça, d'après toi, quand tu fais de l'immersion, quand nous, on pousse une équipe en formation sur de l'immersion avant de le débriefer, de le regarder et de les faire se regarder Ouais. pour augmenter cet effet de mouvement, toujours pareil, hein, dans la vision d'un résultat dans cette transmission et dans cette formation en tout cas. Est-ce que tu arrives à analyser, toi, la force de l'impact de ce genre de méthode plutôt qu'un PowerPoint qui leur dirait très bien, les gars, alors pour fonctionner ensemble, les règles, c'est ça, ça et ça. Non, mais ça ne marche pas. Oui, c'est forcément ça marche pas On est comme ça. d'accord, ça marche pas. Mais oui, et puis en plus, on le disait tout à l'heure, finalement, les experts, c'est pas. Nous, on est voilà, on est des transmetteurs, on est des facilitateurs, tu vois, on pourrait prendre tout ce vocabulaire-là. Les professionnels savent eux-mêmes comment il faudrait faire le travail, ou en tout cas réfléchir là-dessus. Euh, la question finalement, tu soulèves, c'est la question de l'expérimentation. Mm. En réalité, c'est de se mettre en scène. Finalement, enfin, moi, j'ai déjà fait de l'expérience, alors moins sur l'analyse de pratique, mais aussi en formation, où j'aime bien, encore une fois, amener des professionnels, enfin là, en l'occurrence, des étudiants, sur des champs qui sont pas les leurs. Et finalement, je constate qu'il y a beaucoup de personnes réfractaires à ça, parce que c'est pas leur champ d'activité, etc. Et finalement, quand tu les amènes à se dépasser, quand ils arrivent à expérimenter, ils font aussi tomber toutes les représentations sociales, de voilà, tout ce qui peut créer de l'angoisse, etc. Et en expérimentant, en se laissant prêter, en se laissant aller au jeu, finalement, il y a quelque chose de l'ordre où voilà, on va jouer, on va être un peu moins nous-mêmes, on va être dans une autre dimension. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme d'extraction de soi qui permet de mieux y revenir après pour commencer à analyser et tu vois, t'opères des mouvements comme ça où c'est presque plus simple que d'arriver voilà, soit nous avec un PowerPoint en leur disant, ouais, il faut faire comme ci, comme ça, ou finalement on devient nous-mêmes des prescripteurs en leur disant c'est Ouais. comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. Et en même temps d'arriver en leur disant, bah écoutez, coucou les gars, balancez tout ce qui se passe, tu vois, on va essayer de trouver un truc. Si les gens n'ont pas envie de parler, bah, ils parleront pas. Donc finalement, utiliser d'autres outils, c'est un moyen, comment dire, c'est un moyen, j'allais dire, détourné pour mieux faire émerger, voilà, une réflexion, une introspection aussi, et puis une mise en exposition aussi sur ce qu'on fait et ce qu'on aura envie de faire. Le rapport au jeu, que tu parlais de transposition, ou en tout cas peut-être. Nous, on parle d'avatar. C'est que Ouais. dans chacune des immersions où on donne un scénario, les gens prennent un avatar et ils sont la personne qu'ils voudraient être en réalité. Ouais, C'est hyper productif ouais, dans ce cas-là, puisqu'ils font des choses qu'ils n'auraient jamais fait dans une salle de réunion lambda, ouais. dans un schéma de confort normal, de Hmm. fonctionnement, d'habitude, etc., de chape sociale, on en parlait tout à l'heure. Donc, je suis un fervent, ouais, je te rejoins complètement là-dessus et je vois tout à fait la connexion possible, la connexion possible. Ce que Non, je et puis propose, c'est qu'on reste. Pardon, oui, mais excuse-moi. non, juste une petite chose que je veux rajouter, c'est que quand tu regardes les enfants, notamment en maternelle, bon, en général, ils passent par le jeu. Tu vois, il y a J'allais te une dire. histoire de manipulation aussi, tu vois, pour apprendre à compter, pour apprendre à lire. Si on arrive comme ça, du temps blanc, en disant, voilà, il y a les lettres à apprendre, etc. Non, on passe par la chanson, on passe par des comptines, on passe Bien sûr. par plein de jeux où finalement, on va convoquer encore une fois, d'autres approches pour mieux revenir à quelque chose de beaucoup plus théorique et de l'ordre de l'apprentissage. Et je pense que pour les adultes, c'est d'autant plus vrai que dans
quand tu commences à faire de l'accompagnement des adultes, là, pour le coup, la question du sens, elle est primordiale. S'ils ne comprennent pas pourquoi ils font les choses, Ah bah, c'est va clair. essayer de leur faire quelque chose, c'est impossible. Déjà, s'ils comprennent pas, et puis en plus, ils ont pas envie, parce C'est que ça. le mouvement, il est jamais facile, quoi qu'il arrive. Mmh, Donc, si tu as pas la bonne approche et le bon axe d'arriver sur le sujet, je pense que tu complexifies encore plus ton sujet et tu apportes pas forcément de mmh. ressources. Notre troisième point cet après-midi est quels sont les premiers signaux d'alerte? D'après toi, on en conclura sur ce troisième point. On passera éventuellement aux questions-réponses s'il y en a. Et je Oui. te laisse prendre la parole, Aurélie. OK, bah, écoute, on a un petit peu parlé de ça tout à l'heure sur les signaux Ouais. d'alerte. C'était un peu ce que je soulevais sur la question du curatif, et du préventif. Alors les 1ers signaux d'alerte, ça va être vraiment le repérage de tensions entre personnes, qui font que le travail ne se fait plus. Des personnes qui n'ont plus envie de se dire bonjour, vraiment on commence à rentrer dans une phase de crispation. Ça, il faut pouvoir, Ouais. voilà, prendre de la distance et peut-être, faire appel à un tiers pour aller sur une approche un peu plus de l'ordre de la médiation, sur de la résolution de conflits, pour Mhm. remettre encore une fois le travail au travail, essayer d'endiguer toutes les dimensions, interpersonnelles dont je parlais tout à l'heure pour revenir sur la question du métier et ce qu'on a envie d'y faire. Maintenant, je pense que ce qui peut être intéressant pour les directions, c'est d'avoir en tête que, finalement, encore une fois, quand on regarde des mots et c'est un petit peu ce que je soulevais tout à l'heure, c'est que quand on parle de RPS, risques psychosociaux, qu'on transforme en ressources psychosociales, ou quand on parle de la QVT, qualité de vie au travail, ou maintenant, enfin, avec là, tout ce qu'on se dit, on est sur la question de la qualité du travail. Mm. Finalement, tout cet accompagnement-là, on peut très bien l'amener sur des outils aussi, par exemple des RH, sur la question des DUERP, ou qu'est-ce qu'on met en place pour faire en sorte que les Bien sûr. salariés aillent mieux. Donc ces espaces de délibération dont je parlais tout à l'heure, ou ces espaces d'approche de pédagogie comme propose l'Human Experience, etc. Ça participe aussi, je pense, alors encore une fois, ce qu'on appelle la QVT, mais surtout à comment remettre de la qualité du travail derrière. Oui, Donc voilà, donc c'est au-delà des signaux d'alerte, avant d'être en mode alerte, peut-être déjà commencer à avoir une approche un peu différente ou se dire finalement quand on va commencer à mettre en mots ce qu'on traverse, ce qu'on vit, enfin c'est aussi le travail du psy quand on fait voilà quand on fait une thérapie personnelle, bien sûr. etc. Bien sûr. Forcément, c'est prendre des risques, mais c'est aussi prendre le risque que ça aille mieux. Prendre le risque qu'il y a voilà, les dimensions collectives soient en mouvement et qu'on puisse aboutir à ce que Nicolas appelle la coopération conflictuelle. Tu vois, finalement, on est presque sur une espèce d'oxymore, mais qui est, voilà, Oxymore, ouais, ce que j'allais te dire. voilà, c'est ça. Coopération conflictuelle. J'adore. Exactement. Les RH, tu parlais des RH, nous, souvent, ils nous sollicitent aussi sur l'audit de ces choses-là, pour Ouais, avoir une mesure de l'état. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'échelle de Richter, mais ouais, en tout cas, de pouvoir comprendre où il y a des points de travail intéressants à pousser, à améliorer, ouais. déjà dans une partie primaire d'identification, avant même de passer à la version, on met en place une solution et on va travailler sur une option pour pouvoir résoudre ça. Donc, et je trouve ça hyper intéressant que les gens se posent ces questions-là parce que je pense que c'est tellement facile de négliger ces sujets-là Mm. par dépit en se disant c'est un sujet sensible, c'est un sujet complexe, attention, on va peut-être pas y aller au risque de trouver Ouais. des solutions. Je pense que le seul risque, c'est de trouver des solutions, faire Oui, émaner peut-être, le ouais. conflit, Certainement, ouais. travailler dessus, optimiser et trouver des solutions. Ouais. Donc je pense que c'est malheureux, ce serait malheureux de ne pas s'y pencher. Je ne vois pas de questions à l'horizon pour l'instant. Si vous en avez, n'hésitez pas, vous avez encore 2 minutes. Aurélie, s'il y a un petit mot pour conclure cette super. Merci beaucoup à toi déjà. Je te remercie une première fois, je te remercierai sûrement une deuxième fois en fin en fin d'expérience. Mais pour Avec cette plaisir. approche qui était hyper intéressante, franchement, tu as le verbe, tu as le mot juste, tu as l'approche. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment hyper riche et je te remercie beaucoup pour cette intervention. Si tu as C'est moi qui te trois remercie. grands tips à donner comme ça pour conclure le sujet et que les gens repartent avec quelque chose d'utilisable à la suite de cet échange. Ok. Alors peut-être ce serait de ne pas avoir peur des mots et de les re-questionner à chaque fois. Voilà, on parle, mais quels mots on utilise, pourquoi on les utilise, tu vois, on a commencé comme ça, Ouais. tous les deux, sur la question de la transformation du conflit, la question de la collaboration, que je t'ai retransformé en coopération, sur la question du prescrit, du réel, etc. Donc c'est vraiment aller questionner les mots pour voir quel impact ça a sur les personnes. Le deuxième type, ce serait vraiment d'être curieux, finalement.
de pas, voilà, de toujours questionner, d'aller regarder ce qui se passe au Ouais. niveau de la recherche. C'est vrai que voilà, on est pris dans son quotidien, on a des manières de concevoir le travail, le management, etc. Il y a aussi des chercheurs qui passent du temps à écrire, qui écrivent beaucoup de choses, mais voilà, qui font des bouquins, des articles, et finalement ça reste dans des rayons et on les regarde pas, alors que des fois il y a quand même pas mal de clés d'ouverture. Donc voilà, ça serait le deuxième conseil que je donnerais, c'est la question de la curiosité. Et le troisième conseil, si j'en ai un à donner encore une fois, c'est justement d'amener cette curiosité-là sur euh, se dire qu'on n'est pas seul à exercer dans un endroit, voilà, il y a des dimensions qui sont autres, dont des dimensions collectives et dont des dimensions à l'extérieur, c'est-à-dire que là, j'ai beaucoup parlé du champ du médico-social, du social. On est allé faire un saut du côté de l'entreprise. On pourrait très bien faire un saut du côté des auto-entrepreneurs. Bien Tu sûr. vois, là, dernièrement, j'étais à la fête des cerises dans ma ville. Et donc, il y avait un DJ qui était posé, tu vois, et qui animait un moment donné la soirée. Et j'avais mes copines qui me disaient, mais pourquoi tu danses pas, etc. Non, moi, j'étais en train de regarder le DJ sur la manière dont il travaillait, comment, tu vois, il était en train de kiffer son moment, etc. Et finalement, c'est voilà, d'aller regarder ce qui se passe ailleurs pour mieux revenir sur nous, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Voilà. C'est un conseil de vie ma vie un peu à Ouais. l'extérieur. On va voir un peu ce qui se passe dehors pour essayer de puiser, de t'enrichir Mm, et de revenir avec des bons us et coutumes dans ton espace à toi de travail, d'essayer de l'enrichir. mm, Trop c'est ça. cool, super, super, super. Je vais du coup vous prendre juste une seconde pour vous montrer où on peut retrouver sur le site Human deux, trois infos sur la partie formation. Je vous laisserai bien sûr à la fin les contacts d'Aurélie, évidemment. Si vous avez des questions à lui poser, vous l'avez compris, elle maîtrise tellement bien son sujet que je ne me permettrai pas d'essayer de répondre à sa place. On Bien le prend loin de moi ensemble. l'idée. Bien loin de moi l'idée. Sur le site Human, je vous fais un petit balayage. Et oui, c'est le nouveau site, comme vous pouvez le voir. Je vous laisserai aller le regarder. C'est dans la catégorie Apprendre. Et là, vous retrouverez la partie formation avec l'identification des compétences, ce dont on parlait, l'audit, la validation des acquis et la partie accompagnement et transformation. Je vous laisserai prendre le temps d'aller voir. Je vous mettrai le site internet en bas de la dernière fiche. As-tu un dernier mot, Aurélie, pour conclure sur cette session où je m'en occupe? À ta guise. Déjà, merci pour voilà, ce temps d'échange. C'est bien Avec grand plaisir. aussi moi-même de conscientiser ce que je peux faire, hein, donc c'est un double intérêt, j'ai envie de dire. Et puis, bah, longue vie à Human Experience et hâte Merci. de voilà, coopérer avec vous très très prochainement. Avec grand plaisir, j'ai pas de doute là-dessus. Au vu des croisements de savoir-faire, je suis tout à fait rassuré. Je te remercie aussi beaucoup pour cette intervention d'une grande qualité. Merci. Et puis, bah, on se dit à très vite. Et je vous laisse sur nos contacts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très vite. Merci à tous. Au revoir. Merci, à bientôt. Bye.